Bonjour, bonjour, nous revoilà donc dans une nouvelle vidéo dans notre série sur l'interprétation des données quantitatives. On va essayer donc de continuer la discussion en tirant quelques conclusions de notre première discussion qui était réalisée à partir d'un exemple, donc celui des joueurs et des joueuses de jeux vidéo dont on essayait de calculer l'âge moyen. Le premier élément, donc, c'est qu'on avait vu que ce calcul de l'âge moyen supposait donc de produire des catégories pour pouvoir mesurer, là en l'occurrence l'âge moyen. On avait vu que de ce calcul et de cette catégorisation, il pouvait y avoir quelques difficultés qui apparaissaient, notamment en fait parce que selon la façon de produire la catégorie, on n'avait donc pas les mêmes données, pour être un petit peu plus précis. La première chose à bien retenir, à bien comprendre peut-être, c'est que le fait de produire des catégories, c'est pas un accident, c'est pas quelque chose qu'on cherche à éviter, c'est bien un impératif à la mesure. Si on ne produit pas de catégories, il n'y a pas donc d'enquête quantitative qui est possible, il n'y a pas de mesure quantitative qui est possible. Par contre, également ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cette catégorisation qu'on va réaliser ne sera pas nécessairement, ne correspondra pas nécessairement aux représentations sociales en vigueur dans un espace culturel, dans un espace social. Et ça peut nous amener à avoir quelques interrogations. C'était le cas notamment lorsque on voyait donc que, en fonction de la catégorisation qu'on proposait, on rendait compte en fait de réalités qui étaient différentes, donc vis-à-vis de la pratique du jeu vidéo. Et l'image d'un joueur ou d'une joueuse de jeux vidéo plutôt très jeune en fait s'en trouvait donc potentiellement contredite, mais d'une façon qui faisait sens, puisqu'elle rendait compte en fait de la définition qu'on était en train d'utiliser. Par ailleurs, ce qu'on peut avoir en tête, bien entendu, c'est que donc ces catégorisations ne sont donc jamais naturelles. Elles rendent compte en fait d'une construction que le chercheur va opérer et qui sont utilisées pour ensuite, dans un second temps, le plus souvent réaliser des comparaisons. On va ensuite passer à un premier exemple, un premier ensemble de discussions, et on va s'appuyer ici donc sur un ouvrage de Jean-Claude Combessy, donc la méthode en sociologie que vous voyez ici, ce qui va nous permettre donc de creuser un petit peu cette idée que ce qu'on va catégoriser va se transformer selon le contexte de la mesure. Et quand on parle de contexte, c'est à entendre, donc pour Combessy, dans un sens qui est à la fois temporel, à la fois géographique, et bien sûr également culturel. Pour faire ça, on va donc prendre d'abord un premier exemple, pour discuter ce que Combessy nous introduit comme idée, et après on reviendra en fait à l'exemple de Combessy un petit peu plus tard. Mais donc le premier exemple que je vous propose, c'est de discuter l'accès des ménages à Internet à leur domicile. On va évoquer donc trois premiers résultats. D'abord dans les années 2000, enfin en 2000 pour être plus précis, on avait 12% des ménages en France qui déclaraient avoir un accès à Internet à leur domicile. En 2010, ils étaient donc 64%, et en 2024, on arrive à un pourcentage de 94%. 94,4% pour être plus précis. Alors d'abord, ces premières données, si on est un petit peu plus rigoureux, on va observer qu'il y a en fait deux sources différentes qui nous permettent de les appréhender. Il y a d'abord une enquête publiée en 2011, 2 ménages sur 3 disposent d'Internet chez eux, et il y a ensuite une enquête plus récente, en 2024, accès à l'utilisation de l'Internet dans l'Union Européenne, données annuelles de 2003 à 2024. Donc ces données ne sont pas exactement les mêmes, vous remarquez bien que les données ne sont pas construites également par le même institut, même si donc à chaque fois c'est l'INSEE qui publie. Pour la dernière donnée, c'est les données d'Eurostat qui sont utilisées. Et ce qu'on va se demander de la même façon, là, c'est en fait quelles sont les catégorisations qui sont produites, de quoi témoignent en fait ces chiffres, et comment est-ce que, en changeant le contexte là ici temporel, on pourrait en fait avoir des catégorisations qui témoignent de réalités différentes.
D'abord, le premier élément à avoir en tête dans cet exemple, c'est que la mesure elle est différente, puisque en fait, pendant ce laps de temps, de 2000 à 2024, il y a des changements technologiques qui se produisent, donc il y a différents équipements, il y a des usages qui sont diversifiés, et donc l'accès à Internet, en l'occurrence, aujourd'hui, ne se fait plus uniquement par ordinateur, mais se fait également, donc bien sûr, par smartphone. Et de la même façon, comme on avait vu que les pratiques du jeu vidéo étaient différentes, on peut également trouver que l'usage d'Internet va être différent, va être multiple. Va y avoir donc bien sûr une hétérogénéité d'accès à Internet et d'équipement, que ce soit en termes de vitesse, de quantité de données, etc. Et donc bien entendu, les utilisations qu'on en fera vont être également plurielles. Ça c'est un premier ensemble d'éléments qui va être modifié donc, par le contexte temporel qui va changer. C'est-à-dire que lorsqu'on mesure cet accès à Internet, en fait, en 2000, on mesure bien sûr l'accès à Internet par un modem depuis un ordinateur, alors qu'en 2024, l'accès à Internet, il peut être lié tout simplement à une connexion par smartphone qui est liée en fait à l'abonnement téléphonique, et pas un accès à Internet qui est spécialement lié au domicile. Mais au-delà de ces premières différences, ce qui va bien sûr changer, c'est la signification sociale de la caractéristique qu'on est en train d'appréhender. En premier lieu, bien sûr, ce qu'on peut avoir en tête quand on voit l'évolution de ces pourcentages-là, c'est qu'il y a une massification dans l'accès à Internet qu'on observe donc, entre 2000 et 2024. Il y a bien plus de ménages donc, qui accèdent à Internet depuis leur domicile. Mais par ailleurs, bien entendu, il y a une transformation importante de la signification que va avoir donc, cet accès à Internet pour les individus, pour les ménages, pour les familles. L'accès à Internet, en 2000, témoigne très probablement d'un rapport à Internet, d'un rapport aux technologies qui est très très différent de ce dont il peut témoigner en 2024. Probablement qu'avoir un accès à Internet à son domicile en 2000, c'est donc avoir une proximité avec le numérique, tandis qu'en 2024, bien entendu, c'est une caractéristique qui est beaucoup plus commune, beaucoup plus banale. Et donc cette comparaison, attention, elle ne témoigne pas seulement d'une massification, c'est-à-dire d'une extension de la pratique, mais également en fait d'un changement de signification de la pratique à l'échelle donc dans l'échelle de ce laps de temps. On a dans le travail de Combesi un autre exemple qui est utilisé, c'est celui de la massification scolaire. Combesi va en fait expliquer que la massification scolaire, qu'on explique en règle générale principalement donc, par des politiques publiques, en fait elle s'explique également par la construction des données qui est réalisée, et notamment il nous dit que donc il y a davantage de types d'établissements qui vont être progressivement associés au secondaire, à l'enseignement secondaire, et qui seront donc comptés dans les études qui cherchent à mesurer à quel point donc, une certaine génération étudie donc, dans le cadre de l'enseignement secondaire. Donc si on compte davantage de types d'établissements, nécessairement il y aura donc davantage d'élèves, et donc une part d'une certaine génération qui sera plus importante. C'est une discussion qui est relativement classique pour ce qui est du chômage, et qui est probablement plus connue du grand public dans ce cadre-là, où on sait donc que les chiffres du chômage donnent lieu à des discussions qui sont similaires, en termes méthodologiques bien sûr, dans le sens où, en fait, selon la construction donc, des indicateurs, bien entendu, les chiffres du chômage sont transformés. J'espère que vous voyez bien la logique de la discussion. Ce qu'on est en train de discuter, c'est bien la façon dont la catégorisation, en fait, elle produit elle-même l'ensemble qu'il s'agit de discuter, et que, selon son contexte, en fait, elle va témoigner de réalités qui peuvent être plurielles, qui peuvent être différentes. C'est également important de noter que derrière l'observation d'une tendance générale, comme on est en train de le faire à travers donc, ces exemples de massification, que ce soit de l'accès à Internet au domicile ou par exemple là, pour l'accès à l'enseignement secondaire, donc cette tendance générale peut également donc, masquer des disparités dans les évolutions selon différentes caractéristiques, notamment bien sûr selon différentes catégories de la population,
on peut avoir, donc, que ce soit donc, par exemple en termes d'origine sociale, d'âge ou de diplôme, on peut avoir donc certaines catégories qui, pendant un certain laps de temps, vont en effet avoir donc, une certaine pratique davantage, ou donc une croissance qui va donc progressivement se ralentir, voire même s'inverser, ou bien tout simplement une décroissance qu'on pourrait observer également, mais à l'échelle d'une population, d'une sous-population en fait, qui ne change pas la tendance générale pour autant. Donc vraiment attention à ça, la tendance générale, si on se contente de l'appréhender elle peut masquer en fait des disparités donc, dans les évolutions des différentes catégories de population. Ça veut bien dire, hein, on est d'accord, j'espère, que la donnée statistique doit toujours donc être contextualisée. Sa signification, en fait, va dépendre du contexte historique, et du contexte social, bien entendu, et donc la mesure en elle-même peut varier. La catégorie, elle est bien construite, elle est bien produite par le chercheur, par les chercheurs, et puisqu'elle est construite, puisqu'elle est produite, la construction va pouvoir en fait se modifier, va pouvoir être retravaillée. Et donc c'est bien en cela que le travail de catégorisation qu'on réalise pendant une enquête doit être interrogé lorsqu'on fait une interprétation quantitative de données en sociologie, puisque si on n'est pas attentif à ce qui est catégorisé, à la façon dont la catégorisation est produite, aux éventuelles transformations qu'il y a eu dans la catégorisation, sachant que dans l'ouvrage de Combossy, que vous pouvez consulter bien sûr, il est accessible par les accès universitaires classiques sur Cairn, on évoque aussi par exemple, donc bien sûr, le contexte géographique. On va voir que parfois les mesures ne témoignent pas exactement de la même chose selon l'endroit où elles sont faites, selon la région par exemple où elles sont faites. Et donc en faisant bien le lien au contexte et à la catégorisation qui permet la mesure, on peut aussi en fait discuter la pertinence de certaines comparaisons, ce qui est bien sûr un indispensable pour les analyses et pour les interprétations sociologiques. Voilà, donc c'est une vidéo qui est plus courte que la première. On fait un premier point étape, sachant que le deuxième point étape, toujours à partir de l'exemple de l'âge moyen du jeu vidéo, auquel on va ajouter là cette fois de nouveaux exemples qui n'auront plus grand chose à voir avec le numérique pour cette fois, vont discuter plutôt la façon dont la statistique constitue donc un rapport social qui est aussi à appréhender en termes de rapport de pouvoir. Voilà, à très bientôt.